Bon, ben, je pense qu'on a laissé la chance à tout le monde qui était en bas de remonter. Il y avait un petit décalage, donc on va commencer. J'ai choisi comme titre de la présentation de ne pas laisser les anciennes vulnérabilités revenir vous hanter. Mon nom, c'est Sylvie Guérin, je suis vice-présidente chez Eva Technologies. Ça fait plus de 25 ans d'expérience multi-client, autant des petites entreprises que des grandes entreprises. Je fais la gestion des programmes de gestion de vulnérabilité dans une douzaine d'entreprises. On a pris en charge dans les dernières années un plus important contrat de sous-traitance au Canada qui implique le déploiement d'une solution de gestion de vulnérabilité qui sont dans 45 pays. C'est pour Sonepar France, qui est la compagnie maîtresse. C'est plus de 30 milliards d'euros mondial, 50 000 ressources. On gère 100 000 actifs au niveau des vulnérabilités. Est-ce que le son y est bon présentement? Ça va? OK. Donc, un petit peu avec 2 décennies de projets, d'expérience en gestion de projet, bien, j'ai observé quelques points en commun. Il y a plusieurs membres de mon équipe aussi qui sont présentement dans la salle. Tantôt, s'il y a des questions, on pourra répondre. Puis, on a vu que les entreprises qui réussissent à mieux gérer la vulnérabilité ont 3 choses en commun. Première chose importante, c'est que la direction s'intéresse sérieusement à l'état de la sécurité. C'est vraiment important que ça vienne au niveau de la direction qui puisse être capable de mettre en œuvre des outils, des budgets et des ressources pour vous aider à la gestion de vulnérabilité. C'est un processus souvent indépendant et impartial qui est fait par une tierce partie et en place pour évaluer la maturité et les vulnérabilités de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a plusieurs entreprises qui vont avoir leur département TI, mais qu'au niveau de la gestion des vulnérabilités, souvent, ils vont sous-traiter pour faire les scans de vulnérabilité, des choses comme ça, puis vous donner des conseils de comment bien réussir à gérer vos vulnérabilités. Et les vulnérabilités sont traitées aussi selon une approche plus mature dans les entreprises qui réussissent mieux. Les points 1 et 2 sont plus faciles à comprendre. Les points 3, bien, je vais les approfondir avec vous aujourd'hui. On peut répondre aussi à des questions à mesure de la présentation. Gênez-vous pas, juste à lever la main, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai choisi le titre dans ma présentation? Je me suis basée sur Tenable, le Threat Landscape Report. Ça sort toutes les vulnérabilités de l'année passée. Et ce qui était vraiment impressionnant, puis là, je me suis dit, là, on a vraiment besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire ou un coup de pied dans le derrière parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Le top 5 des vulnérabilités de 2022, ben oui, le numéro 1, là, croyez-le ou non, c'est pas les nouvelles vulnérabilités, c'est les anciennes vulnérabilités de 2017 à 2021 qui remportent la palme de l'année passée. Donc, parmi toutes les nouvelles vulnérabilités, puis moi, je suis une personne attention déficit, fait que souvent pour nous, new shiny object, on va être dirigé vers quelque chose de brillant et de nouveau, mais c'est pas ça qui a fait la palme cette année. C'est vraiment les vulnérabilités de 2017 qui ont gagné la première position. Là, je sais pas, là, selon vous, mais est-ce que c'est vraiment une victoire ou une grosse défaite? Moi, je pense que c'est plus une défaite qu'une victoire de remporter cette position-là. C'est peut-être pas la place qu'on voudrait avoir. Ici, c'est un résumé des vulnérabilités de 2017 à 2021. La quantité, c'est 85 111 vulnérabilités possibles qui peuvent être exploitées dans vos entreprises. Et j'ai mis les petits fantômes sur les vulnérabilités qui reviennent toujours nous hanter. C'est pas normal, mais on va continuer pour essayer de s'en sortir mieux. Aussi, pour en rajouter par-dessus, les vulnérabilités dont les correctifs qui sont disponibles tous les jours sont facilement exploités. Les attaquants, ils s'en servent pour obtenir des accès initiaux aux entreprises puis se donner des privilèges plus élevés. C'est un exemple des vulnérabilités qui sont pas mal exploitées par les attaquants. On voit beaucoup la Russie qui est présente, mais on voit aussi que c'est pas des vulnérabilités de 2022. Là, moi, ce que je vous parle, c'est vraiment de l'année passée. Donc, là, vous avez 1000, 10 000, 100 000 vulnérabilités. Vos TI ont l'air de ça, ils ont 1%, ou vous n'avez pas de ressources de sécurité. Donc, on commence par où? Ma présentation, elle va être plus pour vous conscientiser qu'une présentation technique aujourd'hui. C'est pour essayer de vous donner des trucs par où commencer, comment on s'en sort, puis c'est quoi qu'on a observé qui fonctionnait bien au niveau de ceux qui réussissent mieux. Donc, le but, c'est pas de fixer toutes vos vulnérabilités. Ce qu'on va essayer d'avoir là, sur le graphique ici,
Vous allez toujours avoir des vulnérabilités, vous ne serez jamais à zéro. Ce que vous voulez dans votre courbe de gestion de vulnérabilité, là, surtout les rouges et les plus rouges foncés, c'est les critiques et les highs. On veut une tendance droite. On ne veut pas que la ligne remonte. Fait qu'on veut voir du progrès dans vos entreprises où est-ce que vos patchs sont installés pour de vrai. Fait que le but, on ne sera jamais à zéro, même si vos gestionnaires disent « Ah, mon Dieu, là, j'ai 10 000 vulnérabilités. » Ça se peut pour vous que c'est votre normal à vous, 10 000 vulnérabilités, mais qu'au moins, vos critiques, vos exploitables et tout ça, ben, ils vont être sur une tendance d'une ligne plutôt droite dans le temps. Au niveau de l'approche mature de gestion des vulnérabilités, je vais vous expliquer les problèmes de silos dans les entreprises. On va discuter des vulnérabilités externes, les vulnérabilités Microsoft, les vulnérabilités internes non Microsoft. On va faire un petit retour sur les backups parce qu'il faut toujours en parler vu qu'est-ce qui se passe au niveau des attaquants. Donc, les problèmes de silos. La plupart des entreprises, ben ils sont comme ça ici, selon mon exemple, manufacture, le IT department, les nouvelles compagnies qu'on a acquises et le département de marketing. Là, selon vous, là, selon ces 4 exemples-là, c'est qui le pire là-dedans? Non, ça, tu n'as pas le droit de répondre. Tu n'as pas le droit. Oui, non, non. Oui, on pourrait penser que ça pourrait être le marketing, mais non, c'est souvent la nouvelle compagnie qu'on vient d'acquérir parce qu'eux, on les a toujours pas intégrés, ils sont super gros vulnérables, il ne faut pas y toucher tout de suite, ça marche, puis on n'a jamais fait une évaluation d'eux présentement. Mais c'était... Oui, exactement. C'est ça. Donc, fait que le problème des silos, ça nous rend un peu myope parce qu'ils ne nous permettent pas de voir les problèmes globalement comme une entité. Tout le monde est heureux parce que chacun dans son petit département, là, l'herbe semble verte. Les silos, ben, ça mène à une culture du blâme. S'il y a un incident de sécurité, là, qui va être blâmé en premier? Un incident de sécurité dans le département de marketing, c'est sûr que c'est la faute des TI. C'est pas la faute du gars de marketing, c'est la faute des TI, c'est sûr. Aussi, ben, les silos, c'est la principale cause des longs délais interminables. Si vous laissez chacun des départements décider quand vous allez appliquer une patch, vous n'allez jamais les appliquer. Fait qu'à un moment donné, le succès, ça commence par une personne qui est responsable, puis qui a une vue d'ensemble de tous les départements, puis qui a une autorité de dire, ben oui, certains types de patchs vont être appliqués globalement à tous les départements, peu importe votre opinion. On va essayer le plus possible d'aller comme ça, d'avoir un responsable qui a une vision de gestion de vulnérabilité. Pour les vulnérabilités externes, on va essayer de fixer en premier les vulnérabilités exploitables. Là, il y a plusieurs outils. Là, c'est un exemple de Tenable.io. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil. Il y a plusieurs outils. Ils vont trier les vulnérabilités comme ceux critiques, mais qui sont exploitables. C'est-à-dire que s'ils sont exploitables, il y a un exploit disponible, ils sont souvent faciles à exploiter par des malwares. Ils peuvent être exploités à distance. Exploiter, là, on vise pas ceux qui sont compliqués à exploiter, mais ceux qui sont plus faciles. Fait que c'est tous des petits trucs qui disent, ben, c'est pas par où commencer. Commence par ceux qui sont exploitables. Aussi, au niveau des vulnérabilités sur vos systèmes externes, on essaie de fixer les vulnérabilités sur les systèmes critiques. Les vulnérabilités qui sont critiques et les high en premier toujours. Là, c'est important aussi, vous avez des vulnérabilités, mais sur chacun de vos systèmes. Vous avez des services et des ports qui sont ouverts, souvent inutilement. Avez-vous vraiment besoin de 22 ports ouverts de l'externe sur un de vos serveurs? La réponse, là, je peux vous le dire, c'est probablement non. Oui. Parce que nous, on a vu des choses, c'était épouvantable, puis c'est pas requis, là. Sérieusement, là, si vous faites l'exercice... Souvent, moi, quand je besoin d'ouvrir un port spécifique, c'est que je vais demander la source. C'est ça. Mais quand l'exercice n'a jamais été fait avant, bien, en plus des vulnérabilités, faites le tour des services et des ports que vous voyez ouverts de l'externe,
puis votre but, c'est d'essayer d'en fermer, puis arriver autour de 10, ça serait une bonne moyenne, mais tu sais, diminuer. Aussi, souvent, ce qu'on va voir, les POP3 oubliés, là, les POP3, les SMTP en clair, vos mots de passe, ils passent en clair sur l'Internet, c'est pas une bonne chose. C'est un exemple. Fait que c'est de réviser chacun de ces services-là, qui sont pas nécessairement des vulnérabilités que vous allez voir au niveau des scans de vulnérabilité, mais vous voyez les services ou les parts ouverts, c'est une bonne pratique de les reviser. Pourquoi fixer les assets externes en premier? Parce que des fois, on pourrait peut-être avoir des choses plus critiques à l'interne. Pourquoi on fixe l'externe en premier, selon vous? Oui. C'est plus facile de contrôler juste ta gang versus la planète au complet. Bien, c'est plus que lorsqu'il y a une brèche de sécurité, c'est gênant d'avoir bien fermé la porte, mais d'avoir oublié une fenêtre ouverte. Puis ça, les médias, ils vont vous ramasser pour ça. Là. Si c'était disponible de l'externe, puis vos données ont été accédées par quelque chose qui était disponible de l'externe, pas Ginette à comptabilité qui a cliqué sur quelque chose à l'interne, vous allez vous faire bien plus écœurer par les journalistes que si c'était une vulnérabilité interne. Fait que c'est une bonne pratique de commencer par l'externe, surtout que c'est pas bien vu que vos données sensibles et personnelles soient accédées de l'externe. Donc, les vulnérabilités internes Microsoft. Là, ici, je ne sais pas si je vais me faire des amis dans les départements TI ou pas, mais j'assume quand même ma position. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans Microsoft, dépendent de votre Active Directory. Un problème peut entraîner une autre cascade d'autres problèmes, puis il y a beaucoup d'outils maintenant, là. Vous pouvez acheter beaucoup d'outils, ils ne sont pas nécessairement chers, puis ça vous permettre de maintenir les produits Microsoft à jour. Il faut juste décider d'un peu la stratégie que vous allez prendre. Les entreprises qui réussissent à bien gérer les fameux Patch Tuesday, bien, pour moi, là, mon humble opinion, c'est comme faire le changement d'huile sur votre auto. Okay? C'est une tâche d'entretien récurrente. Les vulnérabilités sont prises en charge. Il faudrait vraiment qu'elles soient prises en charge par les TI. Là, je sais, c'est plate, là, ce que je vais dire. Les TI sont déjà débordés. Mais pour moi, Microsoft égale changement d'huile, égale pas la personne en sécurité qui devrait les prendre en charge, ces patchs-là. Ça devrait être quelque chose qui est dans votre day-to-day, une tâche récurrente. Puis au niveau de la personne de sécurité, ça sera plus la personne qui ferait la vigie par-dessus vous, qui vérifierait si les patchs ont été bien appliqués. Mais si vous prenez une bonne stratégie, vous avez un outil. Là, je sais que tout le monde manque de ressources, mais ce qu'on voit qui marche bien, c'est vraiment ceux qui sont vraiment là, sur la coche, puis à chaque mois, ils essayent d'installer les patchs du Patch Tuesday. Pour vous aider sur votre morale, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va rouler les scans de vulnérabilité la première semaine du mois. Fait que là, on voit le travail que vous avez fait en arrière. Pas rouler les scans de vulnérabilité après que les patchs du Patch Tuesday soient sortis, parce que là, c'est décourageant tout le temps. Puis, au niveau des rapports qui sont soumis à vos gestionnaires, bien, vous avez tout le temps l'air mauvais, même si vous avez travaillé super fort. Fait que c'est un petit truc comme ça l'aide sur le moral de tout le monde. Aussi, dans ce mode-là, bien, les patchs critiques et les highs sont la plupart du temps automatiquement appliqués, à part peut-être sur certains systèmes qui ont été bien documentés au niveau TI, qui sont des systèmes qui pourraient ne plus fonctionner par la suite. Aussi, au niveau des patchs internes Microsoft, on commence par fixer les vulnérabilités qui sont exploitables quand vous ne savez pas par où commencer. Comme j'ai expliqué tantôt, il y a une façon de les trier. On commence par nos systèmes critiques. Là, j'ai mis un int, votre inventaire. Ça, c'est la pire chose à obtenir d'une compagnie, l'inventaire. Personne n'a ça, l'inventaire. C'est comme une bébite bizarre, comme un dinosaure qui va te mordre. Fait qu'on dirait qu'on ne sait pas c'est où l'inventaire dans les compagnies, ça disparaît toujours. Mais essayez de au moins avoir un inventaire de vos systèmes critiques. C'est plus facile après, par la suite, quand il y a un incident de sécurité qui arrive. Faut pas oublier aussi les serveurs de courriel. Ils sont dernièrement souvent la cible des attaquants. Fait que les serveurs de courriel, c'est important de les mettre à jour le plus possible, tous les patchs critiques et exploitables. Et aussi, il ne faut pas oublier tous les systèmes qui ont une dépendance avec votre Active Directory, parce que si ces systèmes-là sont pas bien patchés ou sont super vulnérables, bien, les attaquants peuvent remonter vers votre Active Directory de cette façon-là. Les vulnérabilités internes non Microsoft.
Les entreprises ils oublient souvent qu'ils ont des applications à gérer aussi. Je comprends, ils sont débordés, ils manquent de temps, on manque de ressources. Puis les applications sont exposées, c'est une cause les plus courantes des brèches. Exemple, l'Adobe Reader, tout le monde reçoit un PDF à un moment ou un autre. Donc, si on reste avec des versions vulnérables, c'est souvent ce que les attaquants vont essayer d'exploiter. On essaie d'exploiter l'humain qui va cliquer sur un PDF. C'est très dur dans votre département de comptabilité qui reçoit des factures PDF à chaque jour de dire à la personne qui gère « ouvre pas des PDF ». Donc, la seule chose pour contrer ça, c'est vraiment mettre vos systèmes à jour, qui soient le moins vulnérables possible. Les vulnérabilités internes non Microsoft, un petit peu la stratégie. Bien, on commence encore par ceux qui sont exploitables. Là, vous allez me dire, oh my God, là, c'est pas Microsoft, c'est tous les autres produits, c'est les Adobe et les Java de ce monde. Là, il y en a beaucoup. Là, ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous commencez par les exploitables. Là, vous les triez en ordre décroissant. Et aussi, souvent, il y a eu une grosse batch là, avant les Internet Explorer aussi de ce monde. Donc, exploitable, on trie ensuite, vous avez la plus grande quantité de vulnérabilités, souvent qui vont être sur vos postes de travail. Et commencez par patcher par la plus grande quantité, puis vous allez tout le temps diminuer votre risque parce que vous allez être moins vulnérable de cette façon-là. C'est des petits trucs, mais c'est pas technique, c'est juste une question logique, mais nous, c'est ce qu'on voit qui fonctionne. Toujours faire les systèmes encore critiques en premier et les systèmes qui contiennent vos données sensibles, d'où l'importance d'essayer d'avoir un semblant d'inventaire. Et appliquer toujours les high et critiques. Et afin, ça va diminuer aussi vos risques. Puis si vous n'êtes pas capable de les appliquer, ces patchs-là, bien, au moins faites-en une revue. Comme ça, vous allez savoir vos risques. Puis si vous n'avez pas de ressources, plus de temps pour patcher, bien, documentez-les quelque part, puis faites accepter par votre management. Bien, ça, c'est nos risques qui restent présentement. On le sait, on est conscient. Oui, monsieur le manager, si tu veux que j'ai patch, bien, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Bon, il y a une chose assez fun qui est sortie qui s'appelle le Non-Exploited Vulnerability Catalog. Ça, c'est le CISA américain, l'agence qui a sorti. Ils ont catalogué toutes les vulnérabilités exploitables, mais par-dessus ça, dans leur environnement, sur les systèmes américains ou l'infrastructure américaine, ils ont aussi fait un genre de retri par-dessus ce qui était le plus exploité par les attaquants présentement dans leur infrastructure. Les États-Unis et le Canada, on est assez proches. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est que là, c'est une liste des vulnérabilités présentement les plus exploitées par les criminels. On peut aller chercher dedans, on peut, mettons, trier Microsoft, puis eux, leur département, sont obligés de l'avoir patché pour telle date parce qu'ils savent qu'ils voient dans la vraie vie, c'est cette vulnérabilité-là qui est exploitée par les attaquants, puis c'est en ordre de priorité. Ça peut être un truc pour vous aider aussi à en installer certaines. Bon, là, j'ai trouvé ça sur Internet, je trouvais ça bien fun. Ça dit « Hackers don't back down, so you need to back up ». Vos fameux backups, vos sauvegardes. Il faut vous assurer que vos backups sont surtout pas connectés avec un compte Active Directory. Ça, on voit ça régulièrement, on ne le répétera pas assez. On est comme des Teletubbies. On avait l'émission fatigante qu'on veut pas que nos enfants écoutent, là. Mais des fois, en cybersécurité, je me sens comme un Teletubbies parce qu'on répète tellement, c'est épouvantable. Mais, on répète, backup, c'est pas connecté à votre Active Directory. Puis les backups, bien, il faut les tester. Je sais que c'est plate, là, mais trouvez-vous un fichier ou une petite base de données importante pour pouvoir restaurer à chaque mois puis vérifier que vos backups, ils fonctionnent vraiment. Parce que les vulnérabilités, les attaquants, ils prennent jamais de break. Puis aussi, ce qu'on conseille, nous, c'est de faire un audit rapide et indépendant de votre solution de backup et vos procédures de sauvegarde. Dans le cas d'un incident, bien, ça pourrait vous sauver vraiment beaucoup de dollars parce que la majorité du temps, dans des cas de ransomware ou d'attaque, bien, ce qui n'a pas marché ou ce qui aurait aidé à te relever plus vite, c'est s'arrêter d'avoir une bonne solution de backup. C'est plate, mais c'est vraiment ça qu'on voit présentement. Encore.
Là, je vais vous présenter la vraie vie. Là, on pense toujours que les attaquants, c'est ailleurs, ça n'arrivera pas. On sait que, le Québec, on reporte peut-être un peu moins les attaques, les ransomware et tout ça. Ici, on a un exemple du coup d'une brèche, une brèche de sécurité récente qu'on a gérée. C'est arrivé à Montréal en 2023 dans une PME. Donc, toutes les opérations, là, ils ont été interrompues pendant 2 semaines. Là, pensez à chacune de vos entreprises. Est-ce que ici, parmi vous, votre entreprise pourrait être sur le cul pendant 2 semaines? Je suis pas sûre que ça marcherait. Mais c'est vraiment, c'est un exercice super facile à faire, mais que le monde oublie souvent. Est-ce que je pourrais vivre 2 semaines sans aucun de mes serveurs, sans presque aucun de mes ordinateurs, parce que c'est pas mal ça qui leur est arrivé. Là, les sauvegardes ils ont été endommagées par l'attaquant, la récupération a été vraiment super compliquée. L'enquête initiale, ça a coûté 100 000 $. Il y a eu une perturbation des activités pour 300 000 $. Toute la rémédiation, récupération des données, tout le temps que tout le monde a passé, on l'évalue autour de 250 000 $. Et on a eu tout un programme de notification, communication, les aspects juridiques, autant avec leurs avocats que des avocats externes pour environ 50 000 $. Donc, l'impact financier de leur premier mois, c'est 700 000 $. C'est ça, c'est beaucoup, là, pour dire 700 000 $ versus comment je pourrais peut-être penser à commencer d'investir un petit montant par mois en sécurité ou au moins sur ma gestion de vulnérabilité. Puis encore, là, c'est pas fini parce qu'il y a encore des poursuites judiciaires pour les échecs des accords au niveau de service. Une entreprise qui avait des niveaux de service à rendre à ses clients, qui n'ont pas été capables de les respecter pendant 2 semaines. Donc, c'est sûr que là, on ne sait pas comment ça va finir ce bout-là. Oui? Ils sont comment employés, donc? Il y a beaucoup d'employés temporaires qui Oui, c'est ça l'affaire. 100 et 200 employés avec 40 millions de chiffre d'affaires. Puis on évalue que ça va prendre encore 6 mois pour que les choses reviennent vraiment plus à la normale. Puis aussi, ben ça arrive parce que à l'ESQ, il y a un beau petit template qu'il faut remplir. Puis dans ce cas-ci, c'était un ransomware, puis ils demandaient 2 millions US de rançon. Puis ils l'ont pas payé parce que le montant était trop élevé pour eux. Puis ce qu'on a vu aussi dernièrement, dans les cas de ransomware, les attaquants, ils prennent de plus en plus de temps pour trouver tous vos serveurs, au nombre de serveurs. Même si vous êtes une petite entreprise, puis vous avez beaucoup de serveurs, parce que vous avez beaucoup de services, beaucoup d'applications, on dirait que présentement, ils vont au nombre. Fait que plus tu as de serveurs, pas parce que tu es gros, bien, ils vont te charger encore plus cher en rançon. Vraiment, les prix, là, dans la dernière année, ont vraiment monté exponentiellement, même si ce n'est pas des grosses entreprises. Fait que là, ce que je viens de vous expliquer, au travers de toutes les vulnérabilités, ce qu'on a vu, c'est que les ransomware, c'est la nouvelle normalité. Donc, pour pas rendre la vie, il faut arrêter de rendre la vie facile aux attaquants. Fait que là, moi, je vous demande de dire un petit peu, je vais aller un petit peu comme Simon a fait sa présentation, il faut qu'on soit des Jedi. Fait que chacun, il faut qu'on prenne notre petite épée, puis qu'on essaye de dire, trouver un moyen de fixer les vulnérabilités, surtout quand les patchs sont disponibles. Là, je ne vous parle pas de des zero day, je parle de des patchs disponibles depuis des mois ou des années. Les attaquants, maintenant, ils n'ont même plus besoin, même s'ils sont super fancy, super intelligents, ils peuvent coder des trucs pour mettre votre stock sur le cul, ils n'ont plus besoin parce que les choses des dernières années, ils n'ont pas été patchées. Fait que moi, je trouve qu'on a vraiment besoin d'une sensibilisation dans les entreprises. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il faut conscientiser votre management. Je demande aussi aux managers aussi qui sont dans la salle de faire une prise de conscience de cette situation-là, parce que présentement, c'est ça qui arrive dans le champ, puis ça va pas aller en s'améliorant, parce que les vulnérabilités, mais il y en a toujours de plus en plus à patcher à chaque année. Donc, c'est ça. Ah oui, vas-y. C'est qu'il faut que ce soit le management qui prenne la responsabilité pour ça. Les TI ont été habitués de dire on ne peut pas faire mieux, on n'a pas le temps, c'est la vie. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit les TI qui acceptent une situation qui est potentiellement dangereuse. Il faut que ce soit ceux en haut, ceux qui sont payés. C'est ça. Fait que là, je ne sais pas si vous avez des questions ou si ça fait du sens un petit peu la stratégie que je vous ai présentée.
Mais pour nous, c'est pas quelque chose de technique, là. C'est juste une stratégie qui fait que les entreprises qu'on a vues puis aussi que nous, on gère, ben ils ont le meilleur succès dans la gestion de vulnérabilité. Question slash commentaire. On fait souvent face à des audits, des compliance, des choses comme ça. Souvent, le management dit bon, la case est cochée, on est correct, on peut pas faire plus. Mais souvent, on a beau être compliant à tous les formulaires, à tous les audits, ben, ça ne nous rend pas plus sécuritaire. Ça fait pas que notre environnement va être blindé puis béton contre n'importe quelle attaque, mais le management, lui, ce qu'il voit, c'est pas la réalité de la sécurité, c'est on a passé l'audit, il y a mais... on n'a pas besoin que la solution soit bonne, on a juste besoin qu'il y ait une solution qui soit en place. Mais comment faire pour essayer d'enlever cette espèce d'audit et de compliance magique bien, souvent au niveau des auditeurs, là, parce qu'on le voit dans les entreprises, là, puis là, tu as TD. TD, eux, ils ont plus d'auditeurs que de staff. C'est plate. Puis quand ça arrive dans nos entreprises, là, ça te pose 300 questions. Là, ce qui arrive dans l'entreprise, quand tu reçois 300 questions d'un audit, là, tu n'as pas répondu la vraie vérité partout. OK? Et là, c'est bien plate, là, mais le manager en haut qui a donné ça à son VP, qui est souvent son ami, puis que là, il faut qu'il évalue son ami, ou l'autre ami qui va évaluer son ami qui est en TI, bien, des fois, on n'osera pas dire toute la vérité. Fait qu'au niveau, c'est bien beau, on est PCI compliant, on est compliant à plein de choses. On l'a passé pour passer un audit, puis souvent, il y a des gens comme ça qui nous appellent en fin d'année. Hey, « J'aurais besoin d'un pen test ou d'un scan de vulnérabilité parce qu'il faut que je finisse mon année. » Non, là, t'es rendu 12 décembre. Là, fait que, pour faire répondre au reste de ta question, bien oui, vous avez les audits. Puis ça, si tu te fais pogner au niveau des assurances, bien c'est de la fraude aussi, parce que présentement, les compagnies d'assurance, quand tu as répondu que les assurances cybersécurité, ils sont de plus en plus fussy, puis ils veulent plus assurer les compagnies parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents en Europe, beaucoup de ransomware, fait qu'ils veulent plus nous assurer. Mais si vous êtes capable de démonter un processus mature, qu'au moins les patchs Microsoft, que vous avez des outils en TI, commencez à les appliquer. Je ne vous dis pas que vous n'allez jamais être 100% sécuritaire parce qu'il va toujours avoir des zero day dans le champ. Il va tout le temps avoir des attaquants qui vont essayer de vous exploiter. Mais au moins, commencez à faire ça. Commencez à avoir une bonne solution de backup. Exemple, nous, on avait géré les STM. Savez-vous comment la STM s'est sortie de la merde? Pas avec sa première solution de backup, avec sa deuxième solution de backup, parce qu'il y a un gars qui s'était battu à la vie, à la mort, pour avoir la deuxième solution de backup par-dessus la première. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à récupérer leurs choses, puis pas payer de rançon. Fait que c'est... Tu sais, je sais que la plupart des entreprises, on est très petits, mais c'est de commencer un peu à la base. Puis non, tu ne pourras jamais dire à ton boss, on est 100% sécuritaire, parce que nous, on avait un client comme ça, que son directeur TI a dit ça au VP. On a fait un test d'intrusion, dont le VP, son mot de passe était test 1, 2, 3. On pensait que nos scripts ne marchaient pas. Ouais, c'est pas une joke. Puis là, il dit, « Ah, mais là, mon gars de TI m'a dit que j'étais 100% sécuritaire. » Ouais, ben ton gars de TI, t'as un mauvais mot de passe, puis ton gars de TI, ben tu peux jamais avoir un 100% cybersécurité. C'est pas l'école, là. C'est pas parce que tu étudies plus fort que tu vas avoir 100%. Mais c'est de mettre des choses en place à chaque jour, puis de patcher chaque mois. Puis comme j'ai dit, fermer le plus de choses qui sont inutiles dans vos entreprises, avoir quelqu'un qui a une vision pas en silo, une vision vraiment de tout le monde. Là. Notre grosse compagnie qu'on gère, c'est au head office en France, qui ont une vision globale de la gestion des vulnérabilités dans tous les pays, les 45 pays différents. Puis ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que des fois, ils ne se font pas avoir dans certains pays, mais ils prennent la crise en main puis ils gèrent globalement. Ça répond à ta question? OK. Non, c'est pas simple, mais je pense que c'est un peu chacun de nous qui peut un petit peu relever les manches puis y aller. Oui, tu peux rajouter quoi? Oui, il y a des humains aussi. Oui, parce qu'il y avait eu un exemple à un moment donné, tu as beau avoir du two-factor, mais si la secrétaire, elle se fait avoir, puis il y a quelqu'un qui se fait passer pour la Banque nationale, puis que
le petit gars, il dit, ben, une belle migration qui s'en vient, on a besoin de créer des nouveaux comptes. Donne-moi ton tout FA, puis elle était chercher aussi celle de ses 2 autres boss. Puis il y a eu une grosse faute comme ça des dernières années. Fait que oui, l'humain va toujours rester le maillon le plus faible de la chaîne. Eux, il faut le répéter chaque année, il faut faire des tests de la sensibilisation. Mais la bonne chose, l'humain va être le maillon le plus faible de la chaîne. Mais à force de faire de la sensibilisation, on s'aperçoit que c'est tout le temps les 10 ou 20 mêmes qui sont le problème, qui n'ont pas compris à mesure. Fait qu'il faut reprendre avec ces 10 ou 20 mêmes-là. Y a-t-il... Oui? Oui. Non, mais moi, je n'avais pas accès sur le hardening, mais oui, c'est une bonne façon d'être plus sécuritaire dans les entreprises. C'est juste que moi, j'étais comme un petit peu outrée qu'on avait autant de vieilles vulnérabilités, puis ça remportait la première position. Fait que, puis j'avais juste 30 minutes aussi, mais c'est un très bon commentaire. On a beau faire des mises à jour de Microsoft, il y a plein de pages de Microsoft que c'est après la mise à jour, mais by the way, il faut peut-être manuellement changer une clé de registre. Oui. Ça, il faut lire les petits caractères. Même si tu mets toutes les mises à jour. Bien, ça, c'est pour ça. Souvent, nous, les gens nous disent, oui, mais nous, on a testé plusieurs produits pour des scanners de vulnérabilité. Bon, on a nos propres dashboards par-dessus tous les outils. On a personnellement choisi Nessus comme scanner de vulnérabilité parce qu'on trouvait, après tous nos tests, que c'est lui qui donnait le moins d'erreurs et de faux positifs. Mais peu importe l'outil de vulnérabilité que vous avez dans vos patchs Microsoft, si vous lisez comme il faut en tout petit, ça va être écrit s'il y a une clé de registre. Là, ce que tu peux faire, mettons, tu as patché ton Microsoft. Là, c'est là que ton département, que je disais, les patchs Microsoft, premier niveau, on les met au niveau des TI. Puis après ça, bien, le scan de vulnérabilité devrait être regardé par la sécurité parce que c'est là qu'on va voir dire, OK, tu as patché, oui, mais pourquoi cette patch-là est encore là? Puis souvent, quand on va aller ouvrir puis qu'on va lire les petits caractères, c'est parce que justement, il manque une clé de registre qui n'a pas été configurée comme il faut. Fait que c'est pour ça que j'ai expliqué, bien, premier niveau, parce que Microsoft, il y en a beaucoup comme ça, là. Fait que c'est ça. Y avait-tu d'autres questions? Je pense que j'ai un petit peu... oui, parce que la présentation va commencer dans 3 minutes dans la grande salle. Merci beaucoup!